les États-Unis. Donc, toutes ces crises ensemble nous montrent que pourquoi les États-Unis ont eu à faire ça. Et en même temps, il y a d'autres pays avec l'insécurité dans le monde. Tous les pays sont en train de courir vers le réarmement, l'armement et la protection de leur pays. Donc, leurs investissements vont dans ce sens. Donc, c'est pour cela, nous, en tant que pays en Afrique du Sud du Sahara, il est important que nous réfléchissons, on se mette à table réellement pour voir comment rendre souverain la prise en charge de la santé globalement et la lutte contre le VIH-Sida en particulier. Donc, il faut comprendre que toutes les donations que les partenaires font, ce sont des donations qui viennent de leur peuple. Ils ne créent pas. Donc, il faut que nous, en tant que dirigeants, nous nous mettons à table pour essayer de voir comment impliquer le peuple dans le financement des actions prioritaires du chef de l'État. Déjà, le chef de l'État a mis en place une politique dans ce sens, à savoir les taxes qui ont été mises sur les téléphonies mobiles, réellement qui nous permettent de juguler à beaucoup de questions. Docteur Ishaka Momoun connaît le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida qui répondait aux questions de Ousmane Dao. Quelques chiffres relatifs au VIH dans le monde. On estime à 40,8 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH. Environ 1,3 million de nouvelles infections sont enregistrées chaque année. En 2024, environ 630 000 personnes sont décédées de causes liées au VIH. Près de 9 millions de personnes n'ont pas accès au traitement antirétroviral. Des coupes budgétaires dans l'aide internationale, notamment de la part des États-Unis, inquiètent les experts. Cela entraîne une baisse des kits de dépistage, de la distribution de médicaments préventifs et du nombre de personnes sous traitement, particulièrement dans les pays pauvres et à un revenu intermédiaire. Le Mali qui marque des points dans la lutte contre le VIH, le Mali qui séduit également par ses performances macroéconomiques. Le taux de croissance attendu est de 5,5% avec un taux d'inflation qui devrait fléchir à 2,5%, des performances reconnues par le Fonds monétaire international, le FMI, qui salue la résilience du Mali et la solidité de sa trajectoire économique. C'était à l'issue de la mission virtuelle conduite avec donc la partie malienne dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025. Nyanya Aliou Traoré. Le Mali poursuit de façon satisfaisante la mise en œuvre des réformes, honore ses engagements malgré les difficultés, renforce progressivement sa croissance durable par une transparence et une meilleure gestion de ses finances publiques et enfin, les autorités restent engagées à faire du Mali une économie résiliente, crédible et tournée vers l'avenir au service de la souveraineté nationale et du bien-être des populations. Ces appréciations ressortent du communiqué de presse publié par le Fonds monétaire international à l'issue d'une mission virtuelle conduite par Mme Wendy Chen dans le cadre de la première revue du programme de référence conclu en avril 2025. Cette revue avait pour objectif d'évaluer les progrès accomplis par nos autorités, notamment en termes de mise en œuvre des engagements convenus et de performances macroéconomiques. L'institution de Bretton Woods salue la résilience de notre pays et la solidité de sa trajectoire économique malgré les difficultés auxquelles il fait face. Pour un rappel, le Mali a subi des inondations en 2024 qui ont causé la destruction de bétail, d'écoles et d'infrastructures. Pour l'aider à faire face à cette catastrophe naturelle, le FMI a octroyé une facilité de crédit rapide FSR des montants de 72 milliards 969 millions de francs CFA. Cette facilité assortie d'engagements sous forme de repères structurels ainsi que d'objectifs quantitatifs dont les délais étaient fixés au 30 septembre 2025 a largement été atteint, note la mission. Concernant les performances macroéconomiques, pour 2026, selon la perception du FMI de la situation économique, le volume des activités va enregistrer une accélération de la croissance à 5,5% en rapport avec une reprise de la production aurifère et une amélioration progressive des conditions de sécurité. Quant à l'inflation, elle devrait fléchir à 2,5%, largement conforme à la norme communautaire de 3%. Quant aux perspectives, elles font état d'une croissance de 6,3% du fait de l'embellie attendue dans l'ensemble des secteurs comme le coton. Le taux d'inflation, pour sa part, est attendu à plus 2%, un niveau conforme à la norme communautaire de l'UEMOA.
Le communiqué du FMI qualifie cette mission de réussie au-delà des chiffres qui pourront être revus à la hausse compte tenu de la reprise très prochaine des activités de la société Barrick. Ces nouvelles données se traduiront par une hausse des recettes intérieures mobilisées et un accroissement notable de la production d'or en 2026. Il est 7h11 à Kona. Ils ont décidé de déposer les armes et d'être incorporés au sein des forces armées maliennes, processus de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion pour près de 500 ex-combattants de la région de Mopti. Ils sont issus de l'ensemble des groupes d'autodéfense de la région. Le lancement de ce DDR, une étape cruciale de la marche du pays vers la réconciliation nationale et la paix. Mopti, Mahmoud Ouedraogo. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR lancé dans la région de Mopti au centre d'instruction militaire de Soufourlaye, un processus qui fait désormais partie intégrante des efforts de consolidation de la paix au Mali. Beaucoup d'ex-combattants d'autodéfense ont déposé les armes. Colonel-major Cheikh Oumar Doumbia, président de la commission régionale DDR de Mopti. Le processus que nous venons d'entamer est un processus inclusif. Inclusif parce que ça a été par l'initiative déjà présidentielle à travers de mettre le processus de l'accord de paix caduc et en disant déjà de réunir tous les Maliens autour vraiment du dialogue intermalien pour bâtir une paix entre Maliens, entre nous, pour qu'on se dise la vérité, qu'on parle vraiment de la paix ensemble. Première grande étape d'intégration, de réconciliation et de la stabilité qui vise à instaurer la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti. On a mis en place un dispositif informatique SJ, DDRI, qui va s'occuper vraiment de l'environnement biométrique à notre sein d'abord, pour qu'on puisse avoir une base de données fiables de ceux qui vont rentrer dans le processus. Il y a un dispositif de RAVEC qui s'est intégré. Tous ceux qui vont rentrer dans ce processus-là est vraiment les cartes biométriques pour qu'ils puissent rentrer dans la base de données globale de l'État. Mahamadou Sidiki Konaté, représentant du gouverneur de la région de Mopti. C'est un mécanisme qui va mettre fin. C'est ça d'abord un premier aspect très important pour la région de Mopti. La violence va baisser, mais aussi les populations vont vaquer à leur occupation habituelle, assurer le va-et-vient, la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi le retour de l'administration au niveau des différentes localités. Cette intégration nationale des ex-combattants est la politique du gouvernement dans la consolidation de la paix et la lutte contre le terrorisme. La visite des tentes des démobilisés et la remise des kits et des cartes biométriques aux ex-combattants ont bouclé les travaux du lancement DDR dans la région de Mopti. Mopti, Mahmoud Ouedraogo, Souleymane Tebsougué pour l'ORTM. L'actualité sur la scène internationale à présent, une délégation de la CEDEAO attendue aujourd'hui en Guinée-Bissau. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dépêche en effet ce lundi une délégation de haut niveau à Bissau. La mission dirigée par le président en exercice de la CEDEAO, le président de la Sierra Leone, Julius Madabio, comprend également les chefs d'État du Sénégal, du Cap-Vert, du Togo ou leurs représentants. Objectif, rencontrer les nouvelles autorités ainsi que des personnalités politiques et civiles pour parler des conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Plusieurs options sont sur la table, y compris la publication des résultats officiels des élections. Les nouvelles autorités de Bissau ont annoncé une transition d'1 an à la veille de l'arrivée de la CEDEAO à Bissau et après une journée marquée par des tensions ainsi que par l'assaut de plusieurs sièges de partis politiques. La capitale a retrouvé un certain calme. Hier, Mario Fambé, le directeur de campagne de Fernando Dias, soutient que son candidat, qui affirme avoir remporté la victoire face à Mbalo, se trouve toujours caché en un lieu inconnu en dehors de Bissau. Il n'a pas quitté le pays et attend la venue de la CEDEAO à qui il demande une mise sous protection. Mario Fambé donc insiste, tous les espoirs reposent sur la mission de la CEDEAO et souligne le poids des responsabilités de l'organisation. Le Nigeria, un pasteur et 11 fidèles kidnappés dans une église du centre du pays. Cela s'est passé dans le village d'Ejiba, situé dans la circonscription de Yagba Ouest, dans l'état de Kogi. L'église a été attaquée par des bandits, selon le commissaire à l'information de cet état du centre du pays. Des groupes armés localement appelés bandits terrorisent de nombreux états du nord-ouest et du centre du pays, où ils pratiquent des enlèvements contre rançon, attaquent des villages, tuent des habitants et incendient
les maisons après les avoir pillées. Ces 2 dernières semaines, plusieurs centaines de personnes ont été kidnappées à travers le pays, dont plus de 300 élèves d'une école catholique dans l'état de Niger au centre et 38 fidèles d'une église dans l'état de Kwara à l'ouest, lesquels ont été libérés depuis. Rencontre interreligieuse, discours aux jeunes et aux clergés, le pape Léon XIV devrait porter donc un message d'espoir et d'unité ce lundi au Libanais au 2e jour de sa visite dans ce pays multiconfessionnel. Arrivé hier pour une visite de 48 heures, le pape américain a appelé les Libanais à rester dans leur pays où l'effondrement économique depuis 2019 a aggravé l'immigration massive et a œuvré pour sa réconciliation. Panneaux de bienvenue, jours fériés, mesures de sécurité. Cette visite papale suscite un vif enthousiasme au Liban, dont la population craint le retour d'une guerre ouverte avec Israël et souffre de multiples plaies d'une crise dévastatrice. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, se réunit aujourd'hui à Paris, en France. Près de 600 experts sont attendus pour entamer les travaux du prochain rapport du GIEC sur fond d'éclatement du consensus international sur le changement climatique. Le rapport doit paraître en 2028 ou en 2029. D'ici là, les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat devraient être entravés par la position hostile des États-Unis. Le président Donald Trump l'avait résumé à la tribune de l'ONU à New York en septembre dernier. Pour lui, lutter contre le changement climatique, c'est la plus grande arnaque jamais menée contre le monde et une supercherie inventée par des gens aux intentions malveillantes. La France, à l'inverse, cherche à sauver les engagements pris par les États lors de l'accord de Paris en 2015 pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Vladimir Poutine attendu en Inde cette semaine. La négociation d'un gros contrat d'armement russe est en vue. Les discussions devraient porter sur l'achat d'avions de chasse Su-57, de missiles de défense anti-aérienne S-500, tous deux de fabrication russe. C'est la chaîne américaine Bloomberg qui révèle l'information citant des sources proches du dossier. Malgré la baisse des commandes ces dernières années, Moscou reste le principal fournisseur d'armes à l'Inde, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Mais cette coopération militaire est plus généralement économique entre les deux pays est source de tensions avec les États-Unis. Pour New Delhi, surtout depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le président américain voudrait que son homologue indien réduise ses liens avec la Russie. Il en a même fait donc l'une des conditions nécessaires à la signature d'un accord commercial d'ici fin décembre et à l'éventuelle baisse des droits de douane de 50%. AES Actualité. – 7h19 à Bobo Dioulasso, retour dans l'espace AES à présent. 3 membres du gouvernement burkinabé étaient face aux forces vives de la région du Nakambe sur initiative du service d'information gouvernemental. Ils sont allés présenter à cette partie de la population burkinabé la vision du gouvernement, les résultats obtenus à travers la politique mise en œuvre, un exercice de redevabilité très apprécié par les citoyens. Rufine Dipama de la Radio nationale du Burkina Faso. De la restructuration de la production minière à la réhabilitation du barrage, de pistes rurales et de routes nationales, en passant par l'acquisition de matériel agricole, la dotation d'intrants subventionnés aux producteurs et la réinstallation des personnes déplacées internes, les acquis du MPSR2 ont été présentés aux forces vives de la région du Nakabe. Selon elle, ces résultats témoignent que le capitaine Traoré dirige bien le navire et s'engage à le soutenir davantage dans sa quête de mieux-être pour les Burkinabés. Les forces vives de la région du Nakabe ont cependant soumis des doléances aux membres du gouvernement auxquels ils ont apporté des éclaircissements. Sur la question sécuritaire dans la région qui continue de donner des sueurs froides, le ministre d'État chargé de l'agriculture a indiqué que les lignes bougent même si beaucoup reste à faire. Selon Ismaël Sombier, la bataille est rude, mais elle est surmontable pour peu que les filles et fils de la région accompagnent les forces combattantes dans leur mission et ne se laissent pas manipuler. Autre question sur laquelle s'est attardé le chef du département de l'agriculture, c'est l'insuffisance des intrants qui limite la production agricole et l'ensablement des barrages à Tinkodougou et à Garango.
Pas de souci à se faire, les machines sont en branle et tout sera résolu de façon chronologique, a rassuré le ministre Sombier. Il a néanmoins exhorté les forces vives à la résilience. Face à la crise, il faut trouver des stratégies pour s'adapter. Confrontés à la pression foncière, les éleveurs, par exemple, doivent opter pour l'élevage intensif et développer la culture fourragère, indique-t-il. L'un des participants à la rencontre a expliqué au ministre que la gestion des frais APE est toujours problématique dans certains établissements de la zone. Au lieu de 1 000 francs, l'association des parents d'élèves perçoit plus de 20 000 francs au motif de vouloir payer les salaires des enseignants. Séance tenante, le ministre d'État chargé de l'Agriculture a instruit les services déconcentrés de l'Éducation nationale de fournir un rapport aux autorités afin de permettre aux indélicats de répondre de leurs actes. Autre ministre qui a apporté des éclaircissements aux préoccupations des forces vives de la région du Nakabe, c'est celui chargé des infrastructures. Adama Luc Sorgo a fait savoir que de nombreux projets de réfection de voies sont engagés dans le Nakabe. La RN17 et l'axe Garango-Tinkodgo seront réhabilités incessamment pour ainsi faciliter l'écoulement des produits maraîchers. Des lignes Sotraco sont aussi identifiées pour desservir la ville de Tinkodgo et rallier les communes environnantes, a rassuré le ministre des Transports. Quant au ministre de l'Énergie et des Mines, il a indiqué que la souveraineté énergétique est aussi d'actualité. Yacouba Sabrikouba a expliqué que des solutions endogènes sont en train d'être mises en place pour couvrir les besoins des populations dans la desserte en électricité. Et au Niger voisin, les populations continuent de contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Celles de Kourfey, dans la région de Tillabéri, viennent de mettre ou de remettre la main à la poche. Donc une seconde fois, elles ont mobilisé, versé dans la cagnotte une trentaine de millions de francs CFA. Cette action visait à accompagner les autorités dans leurs efforts de refondation du pays. Djibril Namalka de la Voix du Sahel. Après une première mobilisation de 30 millions de francs CFA le 30 octobre dernier, les populations du Kourfey, autour de leur chef de canton, l'honorable Salif Boubkar Marafa, poursuivent cet élan de solidarité au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Elles viennent de mobiliser 30 autres millions pour accompagner la mobilisation des ressources, et ce depuis l'appel du 4 octobre du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai constaté depuis février 2025 que le canton du Kourfey organise des grandes manifestations accompagnées de fortes mobilisations et de forte participation. On s'est rendu compte qu'on peut relever tous les défis. Cet élan de solidarité se poursuivra autant que faire se peut autour d'un idéal commun, l'unité, la cohésion sociale et la fraternité. AES, actualité. À 7h24, retour ici au Mali avec ce communiqué de la Direction générale de l'ORTM pour dire non, ce n'est pas nous. L'Office de radio-télévision du Mali porte à la connaissance du public, notamment des téléspectateurs, auditeurs et usagers de ces plateformes numériques, qu'il a constaté depuis un certain temps l'utilisation frauduleuse et non autorisée de son logo officiel par une entité dénommée Mali Kibarou TV ou encore Télé panafricaine avec le logo de l'AES. Ces structures opérant en marge de tout cadre légal procède non seulement à l'usurpation manifeste de l'identité visuelle de l'ORTM, mais diffuse également des propos et contenus susceptibles d'induire en erreur l'opinion nationale et internationale. L'ORTM tient à préciser avec la plus grande fermeté que toutes les publications, déclarations, vidéos ou messages émanant de ces web TV ne sauraient l'engager face à cette appropriation illégitime portant atteinte à son image, à sa réputation ainsi qu'à la confiance du public. L'ORTM engagera sans délai toutes les procédures appropriées devant les juridictions compétentes. L'ORTM réaffirme par ailleurs sa volonté constante et indéfectible à assurer ses missions d'information, de sensibilisation, d'éducation et de cohésion sociale. L'ORTM, la passion du service public. L'actualité des sports, c'est tout de suite.
Et voilà, les sports, le coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe arabe FIFA 2025 à Doha au Qatar. Le programme prévoit 2 matchs aujourd'hui en compétition africaine des clubs. La deuxième journée des groupes a pris fin hier en Coupe de la Confédération. Le Djoliba AC en déplacement en Côte d'Ivoire s'est incliné 2-0 devant le FC San Pedro, alors qu'en Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako à domicile s'est imposé 2-1 contre Simba FC de Tanzanie. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotigui Tunkara. Fortune diverse pour les deux représentants maliens en phase de poule des compétitions africaines des clubs qui ont bouclé hier leur deuxième journée de groupe. On note d'abord la belle opération du Stade malien de Bamako au compte de la deuxième journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le Stade malien de Bamako a battu Simba SC de Tanzanie par le score de 2-1 au stade du 26 mars de Irimadio. Le match démarre idéalement pour les Blancs de Bamako qui ouvrent le score dès la 16e minute de jeu par les Camerounais Tadeusz Keng Fumawang, très opportuniste. Sur une remise de Mamadou Traoré Kapi, il a jailli pour pousser les ballons au fond des filets tanzaniens. Les Blancs font le break à la 23e minute de jeu par Ismaël Sempara. Sur un corner, il prend le meilleur timing pour reprendre les ballons et d'une tête parfaitement décroisée, il envoie les ballons dans les filets tanzaniens. 2-0 pour le Stade malien de Bamako, score à la mi-temps. C'est en seconde période que Simba SC réduit le score à la 54e minute de jeu avant que Tadeusz Keng Fumawang ne se loupe sur un penalty à la 62e minute de jeu. Simba SC de Tanzanie est ensuite réduit à 10 avec l'exclusion du Sénégalais Alassane Kanté, coupable d'une faute sur Zoumana Sempara entré en cours de jeu. Grâce à ce succès du Stade malien de Bamako, le Mali a enfin non seulement sa première victoire, mais aussi son premier but dans la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique de football depuis la nouvelle réforme en 1997. Voici à présent les autres résultats de cette deuxième journée. Saint-Éloi Lupopo de la RDC et Al Hilal d'Omdurman ont fait match nul 1 but partout. Petro Luanda et l'Espérance sportive de Tunisie se sont neutralisés 1 but partout. Power Dynamo a perdu contre Pyramide FC d'Égypte 1-0. Far Rabat du Maroc et Al Ahly d'Égypte se sont accrochés 1 but partout. Mourdia Club d'Algérie et Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont fait jeu égal 0-0. River United du Nigeria s'est incliné devant la Renaissance sportive de Berkane 2-1. La GS Kabylie et Young African de Tanzanie se sont quittés 2-2, score 0-0. La troisième journée est prévue le 23 janvier prochain. Le Stade malien de Bamako accueillera Petro Luanda d'Angola. En Coupe de la Confédération, on assiste à une nouvelle déconvenue du Djoliba AC. Au compte de la deuxième journée du groupe A de la Coupe de la Confédération, le Djoliba AC a perdu hier en Côte d'Ivoire contre le FC San Pedro par le score de 2-0, doublé de Draman Kamagaté au 21e et 29e minute de jeu. Ce nouveau revers est la deuxième défaite d'affilée des Rouges de Bamako qui peinent à trouver la bonne carburation, ne serait-ce que pour marquer depuis 2 saisons en phase de poule des compétitions africaines des clubs. Il faudra un sursaut d'orgueil aux Rouges pour mettre fin à cette impasse lors de la troisième journée prévue le 25 janvier prochain. Le Djoliba AC sera en déplacement en Algérie, c'est Lusman. Autre résultat de cette deuxième journée, Singida Black Stars de Tanzanie et Stellenbosch d'Afrique du Sud ont fait match nul 1 but partout. Nairobi United du Kenya a perdu contre Manima Union de la RDC 1-0. L'AS Oto Doyo du Congo-Brazzaville a dominé le CR Belouizdad 4-1. Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud et Zamalek d'Égypte se sont neutralisés 1 but partout. L'Olympique Club Safi du Maroc s'est incliné devant l'USMA d'Algérie 1-0. Azam de Tanzanie est tombé devant le Wydad AC de Casablanca 1-0. Zesco United de la Zambie s'est incliné devant Al Masry d'Égypte 3-2. Le Qatar abrite du 1er au 18 décembre 2025 la Coupe arabe FIFA qui démarre ce lundi avec 2 rencontres au programme. La Tunisie joue contre la Syrie. Coup d'envoi 13h temps universel. Le Qatar affrontera la Palestine à partir de 15h45. Cette première journée des groupes qui s'achève mercredi se poursuit demain mardi avec 3 rencontres. Maroc-Comores à midi, Égypte-Koweït à 14h30 et Arabie Saoudite-Oman à 17h. Plusieurs réformes seront testées à l'occasion de cette 11e édition de la Coupe arabe FIFA. Réformes parmi lesquelles figure une règle pour lutter contre les simulations des joueurs. C'est là pour rendre le football plus passionnant. Voilà donc, c'était la page des sports qui portait la signature ce matin de Fotigui Tunkara. Et puis, la sagesse populaire qui nous enseigne que le batteur de tambour ne peut pas être le meilleur danseur du village. Le batteur de tambour ne peut pas être le meilleur danseur du village. Il faut sans doute comprendre là qu'entre battre un tambour et danser, il y a certainement un choix à faire. On ne peut pas exceller dans tout et il y a certainement des choses qui ne sont pas compatible. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
Le VIH est en recul au Mali, c'est la bonne nouvelle de ce 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. La prévalence est désormais de 0,76%, mais attention, les financements au niveau international s'amenuisent. Soigner nos malades devient dès lors un enjeu de souveraineté nationale. Un accent particulier est mis là-dessus cette année. Le Mali qui marque des points également sur le plan macroéconomique. Les performances sont bonnes et elles sont saluées par le Fonds monétaire international, le FMI, qui vient de boucler avec notre pays une mission virtuelle consacrée à la revue du programme de référence conclu en avril dernier. Dans l'actualité également, ils ont décidé de déposer les armes et de se faire enrôler au sein des forces armées maliennes. Processus de désarmement, démobilisation, réinsertion en cours pour des ex-combattants de la région de Mopti, des éléments issus de groupes d'autodéfense, toutes tendances confondues. L'actualité dans les autres pays membres de l'AES, des membres du gouvernement burkinabé face à la société civile pour un exercice de redevabilité. Cela se passe dans la région du Nakambe et les Nigériens qui continuent de se mobiliser pour contribuer au Fonds de solidarité pour la défense de la patrie. 30 millions ont été collectés et versés dans la cagnotte par les populations de Kourfey, région de Tillabéri. L'actualité hors espace AES a retenir ce matin cette visite d'une délégation de haut niveau de la CEDEAO à Bissau, en Guinée. Elle sera dirigée par le président en exercice de l'organisation, le Sierra-Léonais Julius Madabio. Objectif, rencontrer les nouvelles autorités ainsi que des personnalités politiques et civiles pour parler des conditions de retour à l'ordre constitutionnel. Et puis les sports, du foot au menu ce matin avec les compétitions africaines des clubs. Victoire à domiciliaire du stade malien de Bamako 2-1 contre Simba FC. De Tanzanie, le Guliba AC, lui, en déplacement en Côte d'Ivoire, s'est incliné 2-0 devant le FC San Pedro. L'actualité des sports, du foot notamment, c'est également la Coupe arabe FIFA 2025. Coup d'envoi ce lundi à Doha, au Qatar. 7h32 à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Mohamed Koulibaly Badji Touré, présentation Yaya Konaté. À suivre tout de suite les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués. Une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée. Bon début de semaine à tous.